il y a deux chiffres qui se sont télescopés ces 24 heures. Deux chiffres qui, a priori, n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Le premier, c'est la dénatalité. C'est-à-dire qu'on n'a jamais fait si peu d'enfants en France. 660 000 bébés l'année passée. Ce chiffre est en baisse de 2,2%. Jamais on n'a fait si peu de bébés en France depuis 1945. Et l'autre chiffre, c'est la cocaïnomane. C'est-à-dire que depuis 6 heures ce matin, c'est une dépêche qui était datée de 6 heures, on a appris que 1 100 000 personnes ont pris de la cocaïne en France en 2023. Je ne sais pas d'ailleurs comment le calcul est fait. Et ça serait intéressant d'ailleurs, cette consommation. Et selon ce rapport paru en 2022, la France comptait 600 000 usagers. C'est-à-dire qu'en un an, entre 2022 et 2023, c'est l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, on est passé de 600 000 usagers à 1 100 000. Alors évidemment, ces deux chiffres n'ont rien à voir, mais on est donc un pays qui ne fait plus d'enfants et qui prend plus de cocaïne. Pourquoi vous dites que ça n'a rien à voir ? Parce qu'a priori, ça n'a rien à voir. Donc si vous ajoutez le nombre d'animaux domestiques, et on n'en a jamais eu autant en France aujourd'hui, donc on est un pays qui va se résumer à des chats, des chiens et de la cocaïne. C'est un raccourci. C'est un raccourci, évidemment. C'est un raccourci que je fais là. Bien sûr. Mais avant d'être avec Laurent Carilla, qui est psychiatre et qui va nous parler de cette cocaïne, je voulais simplement savoir... Qu'est-ce que vous pensez ? Et il y avait un excellent papier ce matin d'Eugénie Bastier sur Europe 1 qui dit un pays vieillissant est un pays averse au risque, qui n'innove plus et stagne. Un pays vieillissant, c'est un pays qui s'endette pour financer un modèle social intenable. Un pays vieillissant, c'est aussi un pays où la décision publique est orientée en faveur des électeurs âgés au détriment des plus jeunes. Un pays vieillissant, enfin, c'est un pays qui n'a plus de jus. Voilà ce que disait Eugénie Bastier sur Europe 1 il y a quelques minutes. Donc j'ai trouvé ces deux chiffres de les mettre en perspective intéressants. Richard Millet. La dénatalité n'est pas propre à la France. Je pense que toute l'Europe, et notamment le Japon en Occident, politique, le Japon qui ne sait même pas comment il va renouveler ses générations, c'est-à-dire que c'est bien pire que nous. Quant à la drogue, la cocaïne, vous parlez uniquement de la cocaïne, mais on pourrait voir tous les autres chiffres des autres drogues, parce que c'est aussi important. Alors la cocaïne est intéressante parce que c'est une drogue de riches, ou c'était une drogue de riches et d'intellectuels. D'après ce que j'ai entendu, elle passe peu à peu dans le peuple, comme on dit. Or, je connais beaucoup, par exemple, d'avocats ou d'écrivains ou d'amis qui s'en servent pour des raisons de stress, c'est-à-dire trop de travail pour tenir le coup, au lieu de prendre des amphétamines, ils prennent de la coke. Je n'ai jamais essayé cette drogue. Je suis issu d'une génération qui était plutôt celle du LSD, du hashish, etc., quand j'étais jeune et bête. Mais le coke, je ne sais pas ce que c'est. Bon. Alors, est-ce que la cocaïne permet ou empêche de faire des enfants ? Pour filer votre... Je suis pas sûr. Ces deux chiffres, je les ai mis en parallèle et je pense... ces deux chiffres sont dans l'actualité, mais je pense pas qu'il y ait un rapport de l'un à l'autre. Simplement, ils illustrent ce qu'est la société française aujourd'hui. Voilà. C'est un paramètre, un critère. Éric Nolot ? La dénatalité, c'est un signe de perte de vitalité. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a un inconscient collectif français qui consent à son propre effacement, parce que c'est pas qu'on veut pas seulement faire des enfants. Vous avez vu que la valeur travail est complètement maintenant négligée, et même il y a une perte de libido terrible quand vous faites des sondages parmi les jeunes générations, ils font beaucoup moins l'amour que les générations précédentes. Donc il y a une perte de vitalité, comme si nous avions intégré que nous sommes en voie d'effacement, que nous sommes en voie de déclassement, et que au fond, c'est confortable parce qu'on a décidé d'accepter. On ne se révolte plus. On ne veut plus bosser, on ne veut plus faire l'amour, on ne veut plus faire d'enfants. Et il reste quoi ? Il reste les paradis artificiels, en effet. Bon, est-ce qu'il y a des statistiques précises pour savoir si les jeunes couples font moins l'amour que leurs parents ou leurs grands-parents ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous avez des sondages très récents. Et dans les causes, c'est notamment le téléphone portable, où certains préfèrent s'endormir chacun sur son téléphone et ne pas se parler plutôt que de faire l'amour. Bon, alors il est aussi possible que... la femme, aujourd'hui, les féministes, regrettent peut-être que la nature soit misogyne d'une certaine manière, parce que seules les femmes portent les enfants, et que renvoyer la femme à cela, peut-être aujourd'hui, est-ce, j'allais dire, moins la mode. Vous avez entièrement raison. Il y a d'ailleurs des mouvements néo-féministes, féministes, qui lancent le No Kids, et donc la volonté de ne pas avoir d'enfants pour sauver la planète. Alors quel intérêt de sauver la planète s'il n'y a pas de génération future derrière ? Je l'ignore. Il y a aussi le problème politique. Georges Fenech. Il faudrait peut-être établir un ministère de la Famille qui a disparu.
Oui, mais alors ça, ministère de la Famille, là, vous, avec le signal que vous envoyez, c'est travail, famille, patrie, et ça va pas... Ça me va très bien. Oui, Travail, c'est bien. Oui. La famille, c'est formidable. Et vous avez dit la patrie, j'y crois. Non mais travail, famille, patrie, c'est juste la devise du maréchal Pétain, vous avez compris ce que je veux dire. Donc si vous arrivez avec un programme et que vous faites travail, famille, patrie, je ne vous le conseille pas. L'universalité des allocations familiales, rappelez-vous, ça marchait bien, voilà. Bon, Laurent Carilla est avec nous. Laurent Carilla est avec nous et je l'interroge sur la cocaïne. D'ailleurs, je le répète les chiffres. Bonjour monsieur, bonne année. Bonjour. Tout va bien ? Ouais, tout va très bien et vous ? Bah écoutez, ça va bien, bonne année à vous. Plus d'1 million de personnes, je le rappelle, en France a consommé de la cocaïne. C'est un rapport donc de 2023. Je ne sais même pas combien coûte, je ne sais pas s'il faut prendre 1 gramme, 2 grammes. Je suis vraiment absolument... inexpérimenté sur ce sujet. C'est en Colombie, en Bolivie et au Pérou, visiblement, qui sont les 3 principaux producteurs. Bon, d'abord, est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi, à votre avis, les gens, et notamment les jeunes, prennent-ils de la cocaïne ? La cocaïne, globalement, elle s'est démocratisée depuis plus de 20 ans maintenant, avec des prix faibles. Hein. La cocaïne, il y a plusieurs années, c'était une drogue de l'élite, une drogue du show business, etc. Maintenant, c'est une drogue qui a perforé toutes les classes sociales. Hein. En 2009, déjà, j'écrivais « La cocaïne, tout le monde en prend » parce qu'elle était présente du chômeur chez le chômeur jusqu'au PDG. Donc, il n'y avait plus de barrières. Ça coûte moins cher. La France était un pays relativement vierge en cocaïne. C'est une drogue stimulante. Et puis, il y a le côté, on va dire, un peu très glamour qu'avait la cocaïne, qui est en fait une drogue très, très nocive et très, très pernicieuse, quoi. Bah justement, les conséquences... Moi, les grands messages que je donne toujours et que je donne aux patients et au grand public, c'est que quand vous prenez une ligne de cocaïne, peu importe dans quel stade vous êtes au niveau des consommations, mais une seule ligne de cocaïne, 60 minutes après, vous avez un risque d'infarctus, un risque d'accident cardiaque multiplié par 24. Et on sait très bien aussi que c'est générateur d'accidents vasculaires cérébraux, d'accidents vasculaires globaux. Ça, sur le plan physique, c'est ça les grands signes d'alerte. Et puis, il y a des complications psychiatriques qui sont possibles avec la cocaïne, comme des épisodes délirants, comme un risque suicidaire, comme une dépression. Donc, il faut prendre en compte tout ça. Est-ce qu'on est addict à la cocaïne ? Est-ce qu'en prendre, c'est être obligé d'en prendre 24 heures plus tard ? Bien sûr. Bien sûr. Prendre une fois de la cocaïne, on n'est pas addict à la cocaïne. L'addiction à la cocaïne, c'est comme je le dis toujours, c'est ce moyen mémotechnique 5C pendant 12 mois. C'est je perds contrôle avec ma consommation. J'ai un usage compulsif, je ne peux pas m'empêcher de consommer. J'ai un craving, c'est un mot anglais qui veut dire j'ai des envies irrépressibles de consommer. J'ai un usage continu, c'est-à-dire qui est très régulier, pas forcément tous les jours, mais au moins 2-3 fois par semaine. Et j'ai des conséquences sur ma vie physique, psychologique et sociale. Merci beaucoup, Laurent Carilla. Vous êtes psychiatre. Vous êtes psychiatre. Vous pouvez rester avec nous quelques secondes parce que vous avez peut-être un avis également sur cette dénatalité. Qu'est-ce que ça dit d'une société et les jeunes gens qui viennent, par exemple, dans votre cabinet? Est-ce qu'il y en a qui vous disent je n'ai plus envie de faire des enfants? Et je voulais qu'on voit le sujet de Michael Dos Santos sur ce chiffre extrêmement inquiétant, qui est peut-être le chiffre le plus important de ces derniers jours depuis la fin de la Première Guerre mondiale. Cet indicateur n'a jamais été aussi bas, a précisé l'INSEE. De fait, il se levait à 1,59 en 1919 et on est à 1,23. On était à 1,23 en 1916 et pour cause puisque les hommes étaient à la guerre. Et donc aujourd'hui, le nombre d'enfants par femme est donc en dessous de ce 1,23. Je vous propose de voir le sujet de Michael Dos Santos. Jamais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le taux de natalité avait été aussi faible. 663 000 bébés sont nés en France en 2024, soit une baisse de 2,2% sur un an. À ce rythme, le solde naturel, différence entre les naissances et les décès, sera sauf surprise négatif dès 2025. Ce repli de la natalité s'explique en grande partie par le recul de la fécondité. L'an dernier, l'indicateur conjoncturel de fécondité était de 1,62 enfants par femme. Il est même de 1,59 en métropole. Là encore, il faut remonter à plus d'un siècle, 1919, pour retrouver un taux aussi bas. Seul indicateur en hausse, l'âge moyen à l'accouchement. Il s'élève aujourd'hui à un peu plus de 31 ans. Pour relancer la natalité, l'Union nationale des associations familiales appelle le gouvernement à relancer une politique familiale.
Une réforme du congé parental ou une meilleure prise en compte fiscale de la charge de l'enfant sont quelques-unes des pistes proposées. Oui, sauf que le congé parental, c'est aussi d'expliquer qu'on va encore travailler moins. Aujourd'hui, les pères, lorsque... C'est pas un travail d'être mère Non, je parle des pères. et père. Ah, non, c'est pas un travail d'être père. Quoi, c'est pas... On oui, s'occupe de son enfant, oui. oui. Bah oui, Georges, bah, l'égalité, écoutez, mais l'égalité. non, mais je veux bien que tout ce... Le Portugal l'a réussi, vous avez vu ce qu'a fait Oui, le je veux bien Portugal. qu'on mette 2 ans, les gens, quand ils viennent d'avoir un enfant qui ne travaille plus. 2 ans, mais vous pouvez très bien avoir un congé de 6 mois, par exemple. Un congé de 6 mois pour un père. Pour un père qui n'a pas porté l'enfant, vous donnez. Non, mais 6 mois. Georges, franchement, vous êtes... va pas. Mais si la mère travaille, Mais Franchement, attendez, Georges, vous n'êtes... l'égalité ou pas? Non, mais vous n'êtes pas Non. sérieux, Georges. Franchement. Vraiment, vous n'êtes pas sérieux, sérieux. pardon. Mais non, vous n'êtes pas sérieux. Si vous voulez mettre les pères à C'est la loi, l'écart... hein, c'est prévu. Hein. Oui, bon. C'est pas 6 mois. Hein. Si. Je suis même pas sûr que ce soit une bonne chose. Ni pour les enfants, ni pour la mère, ni pour le père, ni pour personne. Ouais. Et vous êtes... Non, mais moi, sans même parler du congé, il y a d'autres leviers. Je pense au logement, parce qu'on n'en parle jamais quand on parle de la natalité. Pourquoi les gens ne font pas d'enfants? Parce qu'il faut changer d'appartement, ça coûte cher. Vous avez vu la crise du logement. Les salaires aujourd'hui, les Français ont du mal à finir les fins de mois. Compliqué d'aller faire des enfants dans cette situation-là. En fait, c'est au croisement de tous les sujets sociaux du pays. Donc, Bah, je sais pas si on va poser la monsieur... Non, mais- Richard Millet. Richard Millet, pourquoi on ne fait plus d'enfants, à votre avis? Pour bien des raisons. Parce que les hommes commencent à avoir vraiment peur des femmes, je pense. Peur au sens très large. Et je voudrais quand même reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure de façon... Peur au sens très large. Ça veut Vous dire quoi? pouvez développer cette peur. Cette idée m'intéresse. Je veux d'abord répondre à ce que vous avez dit tout à l'heure. Oui. Sous une forme de boutade, vous avez parlé de chiens et de chats. Oui. Or, si vous regardez la famille idéale aujourd'hui, c'est en général, telle que je la vois dans le bois de Vincennes par exemple, c'est 1 ou 2 enfants et un chien. Donc vous voyez, le chien a remplacé parce qu'il pose moins de problèmes, ça coûte moins cher, etc. Par ailleurs, pour ce qui est de la cocaïne, je voudrais rappeler autre chose, c'est que les Français, je crois, sont les premiers consommateurs de psychotropes, c'est-à-dire d'antidépresseurs et d'anxiolytiques d'Europe, peut-être même du monde. Donc tout ceci est à relier, vous voyez. On ne fait plus d'enfants, au fond, pourquoi on n'a plus envie de faire l'amour? Parce qu'on n'a plus envie à cause des psychotropes, à cause de ces choses-là. Bon, Laurent Carilla, je rappelle votre livre, hein, d'ailleurs, qu'on peut acheter parce qu'on vous a reçu plusieurs fois, et puis c'est vrai qu'il est formidable, votre livre. Docteur addict ou pas. Richard Millet dit les hommes ont de plus en plus peur des femmes. Je ne sais pas précisément ce que ça veut dire, mais qu'est-ce qu'on vous dit dans votre cabinet chez ces jeunes gens que vous recevez? Ça fait combien de temps que vous êtes psychiatre, monsieur Carilla? Ça fait 20 ans. Bon, qu'est-ce qui a changé dans votre cabinet, dans le discours entre les hommes et les femmes, dans leur rapport amoureux ou dans leur rapport de couple? Ce qui a changé, c'est l'évolution de la société qui est beaucoup plus speed, qui est beaucoup plus anxiogène. Il y a toute cette éco-anxiété qui est présente, et c'est vrai que ça a beaucoup évolué. Les relations hommes-femmes, avec, chez les plus jeunes, moins d'envie de faire d'enfants et plus d'anxiété vis-à-vis du climat, vis-à-vis du futur. Mais globalement, mes patients et mes patientes font des enfants. Donc, je pense qu'on ne peut pas généraliser ça en prenant ouais, il y a de la cocaïne, ouais, il y a des antidépresseurs. Les gens qui ont besoin d'antidépresseurs, il faut qu'ils aient des antidépresseurs. Il n'y a aucun conflit d'intérêt quand je dis ça. C'est vrai qu'on consomme beaucoup trop d'anxiolytiques, on pourrait en consommer beaucoup moins. Mais globalement, il ne faut pas être alarmiste et faut faire l'amour, pas la guerre, quoi. Je suis d'accord avec vous, mais bon, on a des chiffres. Hein. Jamais on a fait si peu d'enfants qu'en 1916. Donc, il y a vraiment l'éco-anxiété qui est majeure. 1945. L'éco-anxiété, oui, c'est intéressant d'ailleurs ce que vous dites. Je vous remercie grandement, Laurent Carilla. Merci vraiment beaucoup parce qu'on vous a actionné très tôt ce matin. Merci beaucoup à vous, Pascal. Et puis je rappelle votre bouquin qu'on peut voir à l'antenne. Sarah Salman, et après on parle de François Bayrou. Il y a quand même des mesures qui ont été mises en place, notamment je pense à la loi bioéthique de 2021 qui permet la congélation d'ovocytes en France. Avant, les femmes allaient en Espagne et la PMA ouverte aux femmes seules. Et qu'est-ce que ça dit? Que finalement, certaines femmes préfèrent faire un enfant seul qu'avec un homme, ce que je trouve regrettable. Donc les femmes ont aussi peur des hommes. Non. Tout le monde a peur de tout le monde. Tout le monde a peur de tout le monde. Après, j'aimerais rebondir sur ce que vous dites. Les hommes ont peur des femmes. C'est pas parce que vous avez 3 écervelés féministes qui font le bazar qu'il faut essentialiser à toutes les femmes, vous voyez? Oui, mais il y a un discours, si vous voulez, qui finit par s'instiller dans la classe moyenne et qui fait que les hommes se méfient maintenant des femmes. Il y a une espèce de guerre des sexes, il ne faut pas l'oublier.
Mais là, vous dramatisez. Non, tout Non, non, Sarah, Si vous lisez- les jeunes gens, manifestement, de 16, 17 ans, 18 ans, il y a deux choses. Vous avez un garçon de 16, 17, 18 ans aujourd'hui. Vous êtes père ou vous êtes mère. Qu'est-ce que vous lui dites? De bien se comporter avec les femmes, d'être Je suis d'accord avec gentleman vous. et d'être élégant. J'entends tout ça, mais ça, on nous le disait aussi déjà, en fait. Oui, mais c'est pas Nos comme mères ça nous que disaient se ça pose. déjà. Et elles étaient très Mais elles avaient précises. Et elles avaient complètement Mais raison. ça, ce n'est pas la situation. C'est quand vous tenez. Éric Nolot. Quand vous tenez la porte à une femme, au mieux, vous pouvez Elle être vous dit qualifié de merci. suppôt du patriarcat et au pire de fasciste. Ça pose un petit problème. Ensuite, que- moi, j'ai suivi avec attention, comme nous tous, le procès de 50 hommes qui avaient violé une femme dans son sommeil. Et on nous avait expliqué que c'était le procès de tous les hommes. Donc, si vous voulez, quand, en tant qu'homme, vous êtes associé à longueur de journée à un sexe délinquant, criminel, par nature, je vous jure qu'à force, ça finit par infuser dans les têtes et que nous, bon, on a un peu de bouteille, mais les jeunes générations, ils ne savent plus sur quel Mais pied danser avec les femmes. C'est une Voilà. minorité agissante. Si vous tenez la porte à une femme, vous lui servez son verre d'eau et que vous lui réglez l'addition, elle vous dira merci, elle trouvera ça Non, mais- Oui, gentleman. C'est surtout vous, j'ai une- bien compris ça. Mais Moi, oui. Sarah, effectivement. Sarah, je vous assure, le raisonnement par l'exemple, il faut toujours s'en méfier. Mais je suis frappé de jeunes garçons de 16, 17, 18, 19 ans, 20 ans, qui aujourd'hui, ils préfèrent ne rien faire. Parce qu'ils ont peur. Parce que d'abord, leurs parents ont peur pour eux, parfois. Mais quelle est la peur? Il faut aller jusqu'au bout. Quelle est la peur? La Faut peur préciser. qu'une relation Oui, sexuelle oui. soit, vue au regard d'un viol. Vous croyez vraiment ça? Je vous dis que les parents... je répète, vous avez un garçon de 16-17 ans aujourd'hui, il vous dit, papa, maman, ce soir, je vais dans une boîte ou je vais en boum, parce qu'on ne va pas dans une boîte à 16 ans. Qu'est-ce que vous lui dites? Fais attention. Oui. Fais attention. Tu n'approches pas, etc. Tu ne sais pas, etc. C'est ça que vous dites. Alors, l'éducation... Elle était faite dans le temps. Tu te comportes bien avec les femmes. Tout ça a été fait. Mais il n'y avait pas exactement le même climat. Donc forcément, il y a peut-être, sans doute, je n'ai pas de statistiques, mais j'entends des parents qui me disent les enfants, ils préfèrent Mais de l'autre côté, si vous avez être chacun de leur 16, côté. 17 ans, Bien vous sûr. allez lui dire de faire vraiment très attention aussi. Mais c'est entendu. Donc tout le monde fait attention. Richard Millet. Je connais aussi beaucoup de jeunes femmes qui me disent, et je ne vais pas entrer dans des débats à l'infini, nous voudrions que les hommes soient à la hauteur. Ça, c'est vrai qu'un jeune, il n'est pas à la hauteur. Hein. Franchement. Oui, mais ça, je suis... Des hommes des vrais, si vous voulez, mais sans... Mais ça, c'est... Ah oui, alors ça à la hauteur des hommes des vrais. Oui. Alors c'est ça, je encore vous autre donne chose. entièrement Bon. raison. Moi, si je prends un homme de mon âge, effectivement, dans la plupart des cas, et je ne veux pas essentialiser, Oui. ils ne sont pas à la hauteur. Ah, racontez-nous ça. mais allez avec des vieux. Bah oui, Qu'est-ce c'est que ce vous que je faites? Mais qu'est-ce que ces petits garçons, allez avec des gens qui ont passé. pareil. Mais allez avec des Non, mais je vieux. pouvais vous dire pourquoi ils sont pas à Ça la veut dire hauteur. quoi, pas être à la hauteur? Ça veut dire qu'ils ne savent pas gérer, par exemple, un rendez-vous galant. Ils vont vous dire, on se rejoint là-bas. Bah, non, la galanterie veut qu'on vienne chercher une femme, qu'on l'invite, qu'on lui tienne la porte, qu'on lui serve son verre d'eau. Faut aller vous chercher, Oui. Faut pas dire, tiens, on se retrouve à 18h ce soir au café ou chez Jean-Louis ou n'importe quoi. Faut aller vous chercher. Oui. D'accord. C'est plus une question de standing, là, que de... Oui, Non, donc faut avoir une voiture. Pas du tout. Bon, non, mais au-delà de ça, j'imagine il n'y a pas que ça. Donc ils ne savent pas gérer un rendez-vous Ah non, galant. ils savent pas D'accord. gérer. Et qu'est-ce qu'ils ne savent pas gérer encore? Ah bah beaucoup de choses. Dans les messages, ils ne savent pas gérer. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'ils ne savent pas gérer. Mais dans les messages, c'est-à-dire, ils sont pas, ils sont pas délicats. Ils sont plus pressés, je dirais. Ils sont. Bah, Je pense que, si vous me permettez, ayant été jeune, j'ai connu des garçons qui étaient assez pressés aussi. C'était même ce qui les caractérisait, souvent, de vouloir. Ils sont assez Mais impatients. quelqu'un de plus âgé est plus patient. Oui, mais alors, c'est combien de temps? Si j'ose dire, vous imaginez entre le moment où vous rencontrez et le moment où il se passe quelque Alors, chose. je peux parler que pour moi. Bien, bah oui. Plusieurs mois. Ah oui, d'accord. Oui, Oui. effectivement. Donc là, effectivement, ça C'est peut un excès dans l'autre, quoi. Ça peut être un souci. Aux États-Unis, par exemple, c'est très codifié. J'adore Aux ça. États-Unis, premier rendez-vous, deuxième rendez-vous, tout ça est une chorégraphie très bien orchestrée. Il faut respecter les us et coutumes. Bon, bah,